Et si on était en train d'assister, en direct, à un basculement historique? Des armes russes qui arrivent en Iran, des alliances qui se resserrent, et une question qui commence à inquiéter sérieusement les chancelleries occidentales. Est-ce que Vladimir Poutine est en train de préparer une entrée indirecte, voire directe, dans un nouveau conflit majeur? Parce que derrière ces livraisons, il ne s'agit pas seulement de commerce militaire. Il s'agit de stratégie, d'équilibre mondial, et peut-être d'un engrenage impossible à arrêter. Entrons directement dans le concret. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Russie et Iran ont accéléré un rapprochement qui existait déjà, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus structuré, beaucoup plus assumé. Première réalité, la coopération militaire est devenue bilatérale. Au départ, c'est surtout l'Iran qui fournissait des drones à la Russie, notamment les fameux drones kamikazes utilisés sur le front ukrainien. Mais aujourd'hui, la dynamique s'inverse aussi. Moscou commence à transférer du savoir-faire militaire avancé. On parle de systèmes de défense aérienne capables de protéger des infrastructures sensibles contre des frappes. On évoque aussi des technologies liées aux missiles, voire des avions de chasse modernisés. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que l'Iran cherche depuis des années à renforcer ses capacités face à ses rivaux régionaux. Et avec l'appui russe, ce bond technologique pourrait être beaucoup plus rapide que prévu. Deuxième élément clé, la coopération ne se limite pas aux armes. Il y a aussi des échanges économiques et énergétiques. La Russie aide l'Iran à contourner certaines sanctions internationales, notamment sur le pétrole. En retour, Téhéran offre à Moscou des routes commerciales alternatives, notamment via la mer Caspienne. On est face à une alliance de contournement. Deux pays sanctionnés qui apprennent à survivre ensemble. Troisième point, et c'est peut-être le plus stratégique, cette relation s'inscrit dans un bloc plus large. La Russie et l'Iran ne se rapprochent pas seulement entre eux. Ils s'inscrivent dans une dynamique globale qui inclut d'autres puissances comme Chine. Objectif, construire un contrepoids à l'influence occidentale. Ce n'est pas une alliance militaire officielle comme l'OTAN, mais c'est une convergence d'intérêts très claire. Et enfin, dernier point à comprendre, tout ça se fait sans déclaration formelle de guerre, sans traité spectaculaire. C'est discret, progressif, mais extrêmement structuré. Et c'est justement ça qui inquiète, parce que ce type de coopération avance sous le radar, jusqu'au moment où ses effets deviennent impossibles à ignorer. Là où la situation devient vraiment dangereuse, c'est quand on regarde les conséquences concrètes de cette alliance sur le terrain, parce que l'Iran n'est pas une puissance militaire classique qui agit seule dans ses frontières. Téhéran fonctionne avec un réseau d'influence. On parle de groupes armés, de milices, d'organisations alliées, présentes dans plusieurs zones sensibles du Moyen-Orient. Au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, l'Iran a des relais. Et donc, quand ses capacités militaires augmentent, ce n'est pas seulement l'Iran qui devient plus fort, c'est tout un écosystème qui monte en puissance. Et c'est là que l'arrivée potentielle d'armes russes change la donne. Si ces technologies, systèmes anti-aériens, missiles, drones avancés, se diffusent, même indirectement, cela rend les conflits régionaux beaucoup plus imprévisibles et beaucoup plus difficiles à contenir. Prenons un exemple simple. Israël surveille de très près tout ce qui touche à l'armement iranien. Pour Tel Aviv, c'est une ligne rouge absolue. Si Israël estime que l'Iran devient trop puissant militairement, il peut décider de frapper préventivement. Et là, on entre dans une spirale. Une frappe israélienne pourrait entraîner une riposte iranienne. Cette riposte pourrait impliquer des alliés régionaux. Et très vite, plusieurs fronts peuvent s'ouvrir en même temps. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis sont aussi directement concernés. Ils ont des bases militaires dans la région, des alliés à protéger et une présence stratégique constante. Donc si la situation dégénère, Washington ne peut pas rester spectateur. Et c'est là que la Russie entre dans l'équation. Parce que si des armes russes sont utilisées dans un conflit contre des alliés américains, alors la responsabilité de Moscou, même indirecte, est engagée. Et dans un contexte aussi tendu, la frontière entre implication indirecte et confrontation réelle devient extrêmement fine. Le vrai danger, il est là. Ce n'est pas une guerre déclarée du jour au lendemain. C'est une accumulation de tensions, de provocations, de réponses, jusqu'au moment où plus personne ne contrôle vraiment l'escalade. Et l'histoire l'a déjà prouvé. Les conflits les plus graves ne commencent presque jamais par une décision claire. Ils commencent par des enchaînements, des réactions, des calculs qui finissent par déraper. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut changer de perspective, arrêter de regarder uniquement le Moyen-Orient
et regarder l'échiquier global. Parce que pour Vladimir Poutine, l'enjeu dépasse largement la simple relation avec l'Iran. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie fait face à une pression massive. Sanctions économiques, isolement diplomatique, soutien militaire occidental à Kiev. Dans ce contexte, Poutine ne cherche pas seulement à résister, il cherche à reprendre l'initiative. Et sa stratégie est assez claire. Élargir le terrain de jeu. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire créer ou amplifier des zones de tension ailleurs dans le monde pour obliger ses adversaires, notamment les États-Unis, à diviser leur attention, leurs ressources et leur capacité de réaction. C'est une logique de saturation. Si Washington doit gérer l'Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres foyers de crise en même temps, alors son efficacité diminue mécaniquement. Et c'est exactement là que l'Iran devient un levier stratégique. En renforçant Téhéran, Moscou ne déclenche pas directement un conflit, mais il augmente la pression sur une région déjà explosive. C'est une manière indirecte de peser sur l'équilibre mondial sans tirer un seul missile. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une dimension politique beaucoup plus large. La Russie cherche à montrer qu'elle n'est pas isolée, qu'elle peut encore construire des alliances, influencer des régions clés et contester l'ordre international dominé par l'Occident. Et dans cette logique, l'axe avec l'Iran, et plus largement avec des pays comme Chine, devient une vitrine, une démonstration de force, une manière de dire « le monde n'est plus unipolaire, mais cette stratégie a un coût ». Parce que plus on multiplie les zones de tension, plus le risque de perte de contrôle augmente. Un incident mal interprété, une réaction trop rapide, une escalade non anticipée, et ce qui était au départ une stratégie de pression peut se transformer en confrontation réelle. C'est tout le paradoxe. Poutine joue une partie complexe, calculée, mais avec des variables qu'il ne maîtrise pas totalement. Et dans ce type de jeu, il suffit parfois d'un seul mouvement imprévu pour faire basculer toute la partie. Alors, est-ce que Vladimir Poutine est en train d'entrer en guerre? Si on s'attend à voir des chars russes traverser une frontière au Moyen-Orient, la réponse est non. Mais si on regarde la réalité stratégique, alors la réponse est beaucoup plus nuancée. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est déjà impliquée, pas de manière frontale, pas officiellement, mais à travers ses alliances, ses livraisons d'armes et son influence croissante, elle pèse déjà sur l'évolution des conflits. Et c'est précisément ce nouveau type d'implication qui change les règles du jeu. On n'est plus dans des guerres classiques, avec des lignes claires entre ennemis et alliés. On est dans un monde d'interconnexion. Un conflit en Ukraine influence le Moyen-Orient. Une décision à Téhéran peut impacter Washington. Une frappe locale peut avoir des conséquences globales. Tout est lié. Et dans ce système, le danger ne vient pas forcément d'une décision unique, spectaculaire. Il vient de l'accumulation. Accumulation d'armes. Accumulation de tensions. Accumulation de méfiance. Jusqu'au moment où un événement, parfois mineur en apparence, déclenche une réaction en chaîne. C'est exactement ce qui inquiète aujourd'hui les États-Unis et leurs alliés, mais aussi des acteurs régionaux comme Israël, parce que personne ne peut prédire avec certitude où se situe la limite, et surtout si cette limite existe encore. Alors, sommes-nous à un point de non-retour? Pas encore, mais on s'en rapproche. Et ce qui rend la situation encore plus instable, c'est que tous les acteurs pensent encore pouvoir contrôler le jeu. L'histoire, elle, montre souvent l'inverse. Les grandes crises ne naissent pas d'un plan parfaitement exécuté. Elles naissent d'un excès de confiance, dans un système déjà sous tension. Et aujourd'hui, tous les signaux sont là. La vraie question maintenant, ce n'est plus seulement de comprendre ce qui se passe. C'est de savoir jusqu'où le monde est prêt à aller avant que tout dérape.